Le monde semble souvent plongé dans un chaos absolu, non? Enfin, quand on allume les infos ou qu'on scrolle en ligne, c'est juste une succession de divisions. Ouais, des conflits géopolitiques hyper complexes, des crises économiques qui n'en finissent pas. C'est ça. Et des tensions sociales en permanence, en fait. On a vraiment cette impression persistante que l'humanité est toujours sur le fil du rasoir. Toujours sur le point de basculer. Exactement. Et face à cette angoisse globale, la réaction la plus classique, c'est de chercher des solutions à l'extérieur. On espère de nouveaux traités internationaux, de nouvelles politiques. Ou l'émergence d'un leader providentiel qui viendrait tout régler par magie, quoi. Voilà. Mais pour notre plongée analytique du jour, on va explorer une perspective radicalement différente. Les documents qu'on a rassemblés proviennent d'une note d'une conférence vraiment fascinante. Donné par le philosophe Jiddu Krishnamurti. Oui, à Ojai, en Californie. C'était le 1er mai 1982. Et le titre pose une question vertigineuse, presque trop vaste. Pourquoi le monde est-il en guerre ? C'est un titre qui annonce la couleur, c'est sûr. Bon, décortiquons ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de découvrir une approche des conflits qui se concentre pas du tout sur l'économie, ni sur la stratégie militaire, mais directement sur la conscience humaine. Et pour bien aborder ça, il est primordial de définir l'état d'esprit que la source exige pour sa propre compréhension. Dès les premières lignes, le cadre est posé de façon chirurgicale. Il s'agit en aucun cas de propagande. Donc on essaie de convaincre personne d'un nouveau dogme, on est d'accord. Absolument pas. Le but n'est pas d'imposer une énième idéologie de paix. L'invitation, c'est plutôt une observation holistique. C'est-à-dire une observation globale totale. Exactement, et surtout sans le moindre parti pris. Il s'agit de regarder la situation sans se positionner en tant qu'Américain, Français, Asiatique ou Russe. Ce qui est super exigeant intellectuellement parlant. Très exigeant, oui, parce que ça demande d'admettre une prémisse qui bouscule tout. La crise que traverse l'humanité, c'est pas un phénomène extérieur. Le chaos du monde n'est que le reflet direct de notre propre chaos intérieur. C'est une idée qui frappe fort d'entrée de jeu. Le monde extérieur agit juste comme un écran géant sur lequel on projette notre désordre. D'ailleurs, le texte souligne des faits marquants qui résonnent encore aujourd'hui. Oh oui, avec une exactitude troublante. On parle des milliards engloutis dans l'armement, des nations qui se préparent inlassablement à la guerre. Et cet honneur national pour lequel des millions de personnes sont prêtes à tuer leurs semblables. En tirant une certaine fierté en plus. Sans oublier les divisions religieuses, les catholiques, protestants, hindous, musulmans, bouddhistes. Et tous les gourous avec leurs adeptes. Pour rendre ça plus palpable, prenons une analogie. C'est comme si l'état du monde était une maison complètement dévastée. Des meubles renversés, des murs fissurés. Des canalisations qui fuient de partout. Exactement. Et cette maison chaotique, c'est pas un accident de construction. C'est juste le reflet exact de l'esprit confus et névrosé de la personne qui l'habite, mais projeté à l'échelle de la planète entière. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont le texte rejette systématiquement toutes les figures traditionnelles vers lesquelles l'humanité se tourne pour réparer cette fameuse maison. Oui, d'habitude, quand la plomberie lâche, on appelle un expert. Mais là, la source est catégorique sur leur inefficacité. Prenons les politiciens. Selon l'auteur, ils ne recherchent fondamentalement que le maintien de leur propre pouvoir. Ils mystifient la pensée collective, c'est ça. Voilà. Et les hiérarchies religieuses, que ce soit le pape ou d'autres dignitaires, elles s'appuient sur des images qui sont de pure création de la pensée humaine, des concepts qui finissent par diviser les gens. Et il me semble que même la science, notre grande fierté moderne, en prend un peu pour son grade, non ? Absolument. Certes, la source reconnaît les avancées technologiques et médicales, mais simultanément, cette même science a créé des armes de destruction massive, des armes capables de massacrer des villes entières en une fraction de seconde. Et une citation clé qui résume bien cette désillusion face aux sauveurs externes. Nous avons vu l'ennemi, et l'ennemi, c'est nous. Ça fait froid dans le dos, mais ça force l'introspection. Et pour illustrer cet ennemi intérieur, le texte analyse le nationalisme, qu'il décrit comme une forme valorisée de tribalisme. C'est fort comme expression. Très fort. L'idée, c'est que chaque tribu, sous son drapeau, est prête à détruire l'autre pour protéger ses terres ou son commerce. On s'attache à une nationalité pour trouver de la sécurité. Sauf qu'en créant cette frontière, on crée la division qui mène à la guerre. Exactement. Et cette mécanique de division nous amène au deuxième grand axe de cette conférence. C'est sans doute le plus déstabilisant, la remise en question pure et simple de l'individualité. Ah oui,
Ça heurte de front des millénaires de conditionnement. Surtout en Occident, le texte explique que depuis l'enfance, le système éducatif forge des individus séparés. On nous pousse à nous spécialiser, à faire carrière. Et tout au long de ce processus, on est intimement convaincu d'être une entité unique et isolée. Attends, faisons une petite pause là-dessus, parce que c'est colossal. Moi, le premier, je suis convaincu d'être unique, avec mon parcours, mes goûts. On se définit par nos différences. Grands, petits, riches, pauvres. On a nos propres masques sociaux. Comment le texte peut-il affirmer que cette individualité est une illusion? C'est vraiment difficile à avaler. Comment justifie-t-il cette absence de séparation? Si on relie ça à la situation globale, la synthèse est vertigineuse de simplicité. L'auteur nous invite à gratter sous la surface de ces masques sociaux. Si on enlève le nom, la profession, le compte en banque, Que trouve-t-on? À la racine, au nain. une conscience humaine commune à tous. Que l'on soit un technicien surqualifié dans une métropole ou un agriculteur dans une plaine reculée, le contenu profond de la conscience est le même. C'est-à-dire la même souffrance, la même douleur psychologique? La même peur du lendemain, la même angoisse face à la mort et cette recherche désespérée d'amour et de sécurité. D'accord. Profondément, au-delà des illusions de séparation, la source conclut que chacun de nous est le reste de l'humanité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on suit cette logique, si on accepte l'hypothèse que cette séparation est une vaste illusion fabriquée, on comprend la mécanique infernale. Ah, tu commences à voir le tableau. En s'accrochant à la fausse idée d'être isolé, on entre naturellement dans une logique de compétition absolue. Il faut devenir quelqu'un, souvent au détriment de l'autre, pour survivre. Et c'est cette lutte constante pour affirmer l'individualité illusoire et protéger sa tribu qui engendre la violence. La guerre n'est donc pas un accident diplomatique. C'est la conséquence organique d'une conscience qui se perçoit à tort comme fragmentée et en danger face au monde. Une observation implacable, oui. Et ça soulève une interrogation profonde sur l'origine psychologique de cette fragmentation. Comment on en arrive là? C'est là que le texte aborde la notion des blessures psychologiques, n'est-ce pas? Exactement. Il explique que l'être humain accumule un fardeau de blessures dès son plus jeune âge. Ça commence dans le cercle familial, puis ça s'intensifie à l'école par la comparaison et la compétition. Le fameux système de notation, la pression d'obtenir la mention très bien, comme le cite le texte, un système basé sur le classement et la réussite individuelle par-dessus des autres. Ça inflige des blessures constantes. C'est fou de se dire qu'une humiliation au tableau à 8 ans conditionne un adulte de 40 ans. Cette pression de devoir toujours prouver sa valeur. Et à l'âge adulte, ça continue au bureau ou même sur la route. En effet, et le mécanisme de défense qui découle de ces blessures est dévastateur. Pour ne plus souffrir, l'esprit construit des murs intérieurs. On s'isole par peur d'être encore jugé. Et cet isolement est à l'origine d'actions névrotiques. C'est dans ce terreau de vulnérabilité que prennent racine les croyances rigides. D'ailleurs, l'auteur affirme qu'un esprit mutilé par la croyance est un esprit malade. Le terme est très fort. Mutilé. Parce que la croyance agit comme un pansement artificiel sur une plaie béante. Elle offre une fausse sécurité, mais divise catégoriquement les humains. On s'identifie à une idéologie pour se sentir fort. Et soudain, quiconque ne partage pas cette croyance devient une menace à éliminer. C'est terrifiant de voir comment le besoin de sécurité émotionnelle d'un individu se transforme en danger à l'échelle mondiale. Des armées entières marchent à cause de ça. Mais du coup, ça pousse à poser la question fondamentale de la source des blessures. Lorsqu'il y a conflit, qu'est-ce qui est réellement blessé? Est-ce l'essence même de la personne? C'est une distinction cruciale. Ce qui est blessé, c'est pas l'être humain dans son essence, c'est l'image construite de soi. L'image d'être américain ou d'être un bon père de famille, un grand spécialiste. Ou tout simplement l'image très banale de ne pas être un imbécile. Le fameux ego n'est rien d'autre qu'un assemblage fragile de toutes ces images mémorielles. Et quand ces images sont égratignées par le monde extérieur, la blessure survient. Voilà. Et on passe sa vie à traîner cette blessure comme un boulet, en esquivant avec angoisse tout ce qui pourrait la révéler. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? On a devant nous un portrait d'humanité assez sombre, avouons-le. Une humanité qui se croit divisée en milliards d'individus séparés. Regroupés en tribus nationalistes prêtes à s'entretuer pour des concepts. Avec des esprits remplis de blessures et d'images de soi à défendre jusqu'à l'épuisement. Face à cette crise logée dans notre conscience, comment sortir du cycle? La conférence est claire sur ce qu'il ne faut pas faire. Elle rejette l'idée de fuir dans des monastères.
Ou de partir en Asie pour s'absorber dans la méditation zen en espérant y trouver la paix pendant que le monde brûle. Elle écarte même le recours exclusif aux psychologues. Arguant qu'aucun d'entre eux n'a réussi à sauver l'humanité de ces guerres mondiales, avec tout le respect qui leur est dû. Pas de sauveur extérieur, ni dans le ciel, ni dans un cabinet. C'est ça. La solution proposée réside dans ce que la source nomme l'observation holistique et l'attention totale. Ce n'est pas une méthode à pratiquer sur 10 ans, c'est une action fulgurante. Et le texte offre une illustration clinique pour comprendre ça, l'exemple de l'insulte. Imaginons que quelqu'un nous traite d'imbécile. La réaction immédiate et conditionnée, c'est la défense ou la colère. Pourquoi ? Parce que l'image précieuse de ne pas être un imbécile est attaquée. C'est l'ego qui monte au créneau. C'est fascinant d'absurdité quand on y pense. On peut lire des livres de sagesse pendant 10 ans, et il suffit que quelqu'un nous coupe la route en nous traitant d'imbéciles pour déclencher la Troisième Guerre mondiale depuis sa voiture. Le conflit est instantané. Dans les bouchons ou entre les nations, la mécanique émotionnelle est la même. Mais comment cette fameuse attention totale désamorce cette bombe qu'est l'ego? Décortiquons ça. Utilisons une analogie très physique. Imagine qu'une main se pose par accident sur une plaque de cuisson brûlante. D'accord. À la seconde où la chair touche le métal, il n'y a pas de processus de réflexion. Il n'y a pas d'ego qui se dit « Oh, j'ai fait de longues études, je ne devrais pas être brûlé, c'est injuste. » Non, la main se retire instantanément face au danger. Exactement. C'est une action née de l'attention pure, absolue, sans l'intervention d'un système de croyance. L'attention au danger court-circuite la pensée. Mais comment appliquer ça à une insulte psychologique? C'est le saut conceptuel de l'auteur. Il avance que si, au moment précis où le mot « imbécile » est prononcé, il y a une attention absolue, une écoute totale de ce qui est dit, la dynamique change. Ah, dans cet état d'attention extrême, aucun ego n'a le temps de se former pour réagir. Voilà. Le texte suggère que c'est uniquement notre inattention habituelle, le fonctionnement d'un esprit confus qui n'exige pas sa capacité maximale d'observation dans l'instant, qui permet à ce centre réactif d'exister. Donc, si l'observation du simple son du mot prononcé est totale, l'insulte perd instantanément son pouvoir. L'image n'intervient pas. Plus de moi blessé pour contre-attaquer. Le conflit s'éteint avant de naître. C'est ça la véritable liberté réelle. Vivre dans ce monde chaotique sans avoir d'image de soi à défendre. Ça demande une énergie et une lucidité phénoménales au quotidien. La synthèse de ce document est d'une puissance inouïe. La vraie paix mondiale ne commence pas par des accords signés sur des bouts de papier entre des nations armées. Ni par des réformes sociales superficielles. La paix passe incontournablement par une mutation totale de la conscience humaine. Refuser de se laisser définir par des croyances héritées, des blessures anciennes ou des images glorifiées de soi. Tant que l'ego dictera les réactions, le désordre perdurera. C'est un résumé parfait. Il est fondamental, en conclusion, de cultiver le doute actif, remettre en question nos modes de vie et nos schémas de pensée vieux de plusieurs milliers d'années. Regarder le chaos non pas comme un fait divers diffusé à la télé, mais comme le reflet direct de notre propre conscience au quotidien. Et c'est là tout le défi de cette attention totale face à l'insulte. Cela soulève d'ailleurs une question importante. C'est une réflexion finale qui n'est pas explicitement formulée dans les documents, mais qui s'inscrit dans cette logique implacable. Vas-y, je suis tout oui. Si une attention totale empêche la formation d'un ego capable d'être blessé par le mot « imbécile », que se passe-t-il quand on est confronté à un compliment ? Oh, intéressant. Imaginons qu'on reçoive des louanges sur son intelligence ou sa réussite. Si l'on écoute ces flatteries avec cette même attention totale, sans faille, l'ego échoue-t-il également à gonfler ? C'est vrai ça. Serait-on immunisé contre le poison de la flatterie, tout autant que contre la critique? Cela nous plongerait dans un état de liberté absolue où ni la caresse du compliment ni la gifle de l'insulte n'ont de prise sur la clarté de la conscience. Quelle idée provocatrice pour terminer. Imaginez une conscience humaine tellement éveillée qu'elle ne vacille ni face au rejet, ni face à l'admiration. C'est vertigineux. Ça donne vraiment envie d'observer, la prochaine fois qu'une critique ou un compliment survient, ce qui réagit à l'intérieur dans la fraction de seconde qui suit. Est-ce l'humain qui perçoit ou une image fabriquée qui cherche à survivre ? Exactement. Cette plongée nous rappelle que la paix n'est pas un idéal lointain, mais une révolution intime et immédiate. Merci à tous d'avoir suivi cette réflexion. À très bientôt pour une nouvelle plongée analytique au cœur de l'information.